Alors en plus, il y a un thème. Le thème, c'est donc humour sans frontières. Qui a choisi ce thème? Probablement pas un humoriste. Hein. Je veux dire, c'est pas un thème, je veux dire, c'est un programme humanitaire à la limite, mais ça veut rien dire. C'est le plus jeune des arts comiques, mais aussi le plus modeste. Avec pour seul bagage un microphone et le goût des blagues, le stand-up est sorti en quelques années des coulisses du spectacle américain pour se diffuser sur les scènes du monde entier. Phénomène culturel majeur répandu sur toute la planète, il fédère aujourd'hui un public toujours plus nombreux, toujours plus jeune, venu écouter les blagues d'humoristes à la première personne, juchés sur les scènes de spectacle, comme les nouveaux voyants d'un monde inquiet, mais qui ne demandent qu'à en rire. YouTube, podcasts, social media writ large, streaming platforms. And over the last 10, 15 years, there's been so many technologies at once that all have redefined comedy and expanded it so much that we're at this place now where comedy has become more popular broadly, both domestically and internationally. L'engouement mondial du stand-up est lié à l'accès, en fait, via les réseaux sociaux et via YouTube, à des contenus auxquels on n'avait pas du tout accès avant, en fait. Je suis arrivée là-dedans en 2006, 2006. Donc non, on n'avait pas du tout encore connaissance du stand-up. Les gens qui s'intéressaient à l'humour ont commencé en fait par se documenter et rattraper en fait ce qui existait ailleurs. Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert ce que c'était que cette forme particulière d'humour. M'a beaucoup plu tout de suite quand je l'ai vu. J'ai été un petit peu même sonnée de voir qu'on pouvait faire ça et terrorisée à l'idée de m'adresser vraiment au public. Aujourd'hui, c'est très simple. On dit qui veut faire du stand-up. Il y a plein de gens qui ont envie, qui sont passionnés. Il y a des geeks de stand-up, il y a des podcasts, il y a des émissions partout. Mais je me sens vieux quand je dis ça. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens disaient « stand quoi ?» C'est quoi ce mot américain? Pourquoi vous dites ça? Nous, t'es là, désolé, je sais pas, ils disent ça, on dit ça. Parce que l'influence, c'était vraiment états-unienne, quoi. Stand-up. Un mot inventé au début du XXe siècle pour désigner cet art de raconter des blagues dans les clubs qui essaiment alors dans les villes américaines. Stand-up really does have its basis in the United States that is longer and goes back further than a lot of other countries today that now have a stand-up scene. It is true that it's probably 150 years of stand-up comedy almost in the United States now. Pre-stand-up comedy was performed at vaudeville theaters. Comedy was bigger, it was very physical, it was very friendly. Then comedies kind of moved to nightclubs, and you sort of saw what you would think of as more lounge act. It sort of was casual, it was very conversational in the way. Comedy became very boundary-pushing, very, very, very conversational, very autobiographical. Jokes became much, much longer. For the first year of marriage, I would say I had what you would call a bad basic attitude toward my wife. I tended to place my wife underneath a pedestal all the time. Autobiographique, conversationnel. Le stand-up américain a trouvé sa voie en plongeant au milieu du public qu'il prend à partie pour nourrir son goût de la dérision et de la moquerie. All men fuck other women. We are low by nature and have to do it. We are men. Depuis des décennies, tous les rois de la comédie hollywoodienne ont aiguisé leur sens de la bouffonnerie sur ces scènes américaines, ignorées des regards étrangers. So I got a cute girlfriend now, anorexic girl. Actually, I've been singing less and less of it, but Ces stars mondiales ont pu ainsi apprendre à conquérir l'immense public planétaire en s'adressant d'abord droit dans les yeux au petit public des comedy clubs américains. I'm right inside your head. La langue comique qu'ils ont apprise à parler a toujours eu ses propres codes. Elle se fait un devoir de franchir les limites de la bienséance, comme le faisait le stand-upper George Carlin, transformant son vocabulaire injurieux et profanateur
en instrument de contestation de l'ordre politique et social jusqu'à la provocation. Every cause has its own color ribbon now. Red for AIDS, blue for child abuse, pink for breast cancer, green for the rainforest, purple for urban violence. I got a brown one. You know what it means? Eat shit, motherfucker! Eat shit, motherfucker! Going to a comedy club and getting upset that you got offended is like getting on a roller coaster and getting upset that you got scared. It's part of the art form. I think anything can and should be joked about in comedy. There is nothing that is off limit. If you play with fire, people are going to get fucking burnt, right? And if you don't like that, just stay away from the fucking art form. Profondément enracinée dans la culture anglo-saxonne, comment alors la langue du stand-up a-t-elle pu franchir l'Atlantique ? Je vais pas vous laisser là-dessus. This is my second time in Paris. I've been to Strasbourg. I've been to south of France. Everyone talks to you in French, and I'm like, they're upset that you don't know French. I'm like, I'm here for 2 days. The stand-up comedy as an art form feels like it's an American invention, but it's based on human interaction and people just telling jokes to each other. C'est quelque chose qui est transversal, qui est multiculturel et qui est juste une pratique de l'humour de façon un peu brutale, un peu brute comme ça. Non, il a dit ouais, Harold c'est bien, il défend les musulmans. Non, je ne défends pas les musulmans. Vous êtes trop gros problème les musulmans. Hein, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolé. Voilà, débrouillez-vous les musulmans. Je peux rien faire. Tu sais quoi, j'aime pas les musulmans. Voilà, laissez-moi tranquille. Ouais, il y a une question de musicalité dans le stand-up, il y a surtout une question de rythme. Il y a une question de rythme, il y a une question de notes, il y a une question d'écoute. Donc c'est une manière d'essayer d'emmener les gens avec soi, de les emmener dans son propre rythme, puis de les emmener vers une blague. Effectivement, j'ai envie de parler du fait que les gens se posent la question, ils veulent savoir si je suis gay. Donc ils veulent savoir si je mange du porc, si je suis gay. En gros, les gens veulent savoir ce que je mets dans ma bouche. You would not think a comedian's doing anything on stage. You know, many audiences think they just come out and talk. I became fascinated as more and more I learned that so much work goes into it. And what does that work look like, considering the work is so obscure? Le stand-up camoufle son travail, car derrière l'apparence d'une conversation anodine, il articule une mécanique rhétorique précise où la blague se compose d'une prémisse. Il ne se passe plus rien dans ma vie, mais les années passent, il ne se passe plus rien de nouveau. Suivi d'une installation. Si je mets des colliers, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est la nouveauté, 2017. Je mets des colliers. Terminé par une punchline. Oui, je mets des colliers. Je me dis, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. Voilà. Une clé universelle, utilisable partout dans le monde, pour faire voyager la langue du stand-up à travers toutes les cultures. There's certainly cultural differences, but I often find that, you know, there's more difference between a crowd on a Monday night and a Friday night than there is between audiences 4,000 miles away from each other. Laughter is universal. I am an Argentinian comedian. I am from Greece and I'm still a comedian. From Romania. From India. I'm from Singapore. Chinese comedian. Moscow. Taiwan. Germany, the fatherland of good stand-up comedy. All right, we're going to start in about 3 minutes. Chaque année, au Festival du Fringe d'Édimbourg, les stand-uppers se retrouvent pour entretenir une même flamme. Faire rire, de tout, partout, et devant un public venu du monde entier, à la recherche du vocabulaire universel du stand-up. 1, 2, 1, 2. Every day it's really international. Yesterday again we had like more than 10 nationalities in the room, which is great, you know. Like if there are like I don't know 150 people from a dozen countries, fantastic. I think that's perfect for stand-up. And if you then manage to make all of them laugh, I think that's a beautiful thing, you know. Make some noise if you are an international visitor. Right, if you just house rules for this game, keep your right arms down. That'll be. I mean, I'm going to have to say it every day, but it's not that kind of gig, my friend.
Many cities like Berlin, Paris, Amsterdam, they have two scenes. So they have the local scene and the English-speaking scene. And that's, of course, fascinating. Sometimes there's a crossover between the two. Language never really gets in the way. If you have a funny idea, it's a funny idea. It doesn't matter in which language, I would say. الناس ما بتعمل سكس هون. صعب، يعني 3 طبقات لوحدها بس. Parce qu'il s'est affranchi des barrières de la langue, le stand-up propage désormais ses audaces et sa grammaire profanatrice, là où on ne l'attendait pas. I am originally Palestinian Turkish. I started my comedy career in Dubai. I do English, but I decided to do mainly Arabic because it's not very common. So stand-up comedy in Arabic is very new. The understanding of stand-up comedy is very new. في عندك اللي من منشأ في فلسطيني سوري فلسطيني لازم أعرف من أي فرع هيك إحنا يعني we fucked our way everywhere. صدرونا برا. In our culture, some words are not like it's a taboo. We should not talk about it, and people are not used to hearing these words in Arabic. So if you use it in English, we're used to say panties or bra or like fuck it and all of that. It's like it's okay if you say it in English. You can't say it in Arabic. But profanity is pushed in comedy. C'est Barthes qui disait que la langue est fasciste parce que c'est plus fasciste d'obliger à dire que d'empêcher de dire. Pour moi, le stand-up, c'est vraiment la prise de pouvoir sur l'aspect fasciste du langage parce que on va jouer avec tout ce qui résonne, les mots qui résonnent pour tout le monde. On joue avec cet inconscient collectif-là sur les clichés sociaux, que ce soit langagiers ou même existentiels, quoi, oui. I used to get a lot of positive notes. With the progression of more stand-up and more like openness in a way, like it started to happen. Face à ces nouveaux publics, le stand-up a retrouvé sa jeunesse. C'est le paradoxe de son succès planétaire. Engoncé dans une industrie mondialisée du divertissement, il a pourtant fini par renouer avec sa puissance contestataire à travers de nouvelles voies. I used to own a comedy club in Moscow for 2 years, which was the first and only multilingual comedy club. I had shows in Russian, English and Spanish every week. But then, because of the new kind of developments, I moved to like the safer environment, let's say this, and just starting life from scratch in a different place. But this is actually the reason why I came to Germany, because frankly I want to go to demonstrations against Vladimir Putin in Germany rather than in Russia, because there is actually a big difference between doing it in Germany and doing it in Russia. The difference is, of course, in Germany, if you have a demonstration in the afternoon, you can still legitimately make plans for dinner, okay? In Russia, until this year, the social contract between, like, let's say, the kind of government and the performers of any kind was this, like, you can say whatever you want on live performances. But if you want to go on TV, radio, and all of this is mostly owned by government, so kind of want to go to any kind of proper platform, you can't do it. As we are right now in the world of stand-up, you are always free to say what you want, but you are not free from consequence for what you say. I can say whatever I want on stage in Singapore. The question is whether the government will care. For example, if I'm at a comedy club, I could potentially say stuff, but if a government agent walks in, I might get in trouble. If I do a theatre show, I need to submit my script word for word. Although Singapore can be conservative, it is one of the most liberal parts of Asia. Like other parts, for example, like Malaysia, Indonesia, Brunei, like if I joke about being gay, I could genuinely risk jail time. En Inde, l'humoriste Veer Das, qui a voulu marier la culture indienne avec la langue virulente du stand-up, a fait l'expérience du risque encouru face aux raideurs d'un gouvernement conservateur. The reason that I'm in trouble, I have recently done a video about my country at the Kennedy Center called the Two Indias video. Comedian, musician and actor Veer Das, known for his sharp wit and humour, has courted controversy after his monologue of Two Indias, in which he pointed out India's duality, made some netizens see red. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet, but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come
There are comedians in Egypt, comedians in Saudi Arabia, comedians in India who do get in trouble, who do get arrested, and who do get forced to go through a court trial for something they said. That is what you should focus on, as you can't say anything, you know. I've been the #1 trend in the country for 3 weeks, had 7 criminal complaints filed against me, being charged with sedition and defaming India on foreign soil. I was clear that day, and I'm clear standing before you right now. If I've ever created a world in which I don't get to touch a microphone, I have zero interest in that world. This is the BBC. Hello and welcome to the Best of Today. I'm Nick Robinson reporting this morning from Berlin. Last night I went to a club here in Berlin. Hello everybody. Can you make jokes about something as sensitive as the war in Ukraine? I think the first day that the war broke out, I made jokes on it. You have to make fun of this. Look, I'm from Israel and I'm Jewish and I live in Berlin, so the dark humor is like, I know that that's what helps. Dans la ville refuge de Berlin, à quelques encablures d'une guerre ancrée en Europe, cet entêtement du stand-up à affronter le monde avec son sens de la dérision interroge. I don't know how can one approach it, how can one write a joke when it's still there, it's still happening. Like, Russians are killing Ukrainians, how do you write a joke about it? So you don't. My answer was, I write about my personal experiences in the context of the war, about the refugees that came to my apartment, my family, that we were living together. So sometimes, fight anger with kindness. But not always. We still need your weapons, Going to Ukraine in December of last year was a very emotional decision for me. I don't know exactly what to say about this. What I wanted to do is go to a place where people need humor. I know historically, I remember through the communist times, my parents and my grandparents survived by telling jokes. It was very cynical what was happening during the communist times because the authorities knew and kind of encouraged people telling jokes to kind of alleviate the pressure. Ukraine and Russia, how did you guys meet? We worked together. You worked together to bring down the European Union? In Ukraine, there was a local comedian who did a joke about women in the military, and he put it online, and nobody wants to work with him now. Because now is not the time. There is not much satire on the Ukrainian society now, which is absolutely understandable. And audiences are very sensitive. It's a super sensitive topic. So many times it's inappropriate or abhorrent to other people. We have sort of this, I wouldn't call it a love language, I'd call it a, I don't know, edgy, I don't know what kind of, it's our own way of communicating. Comedians will say things to one another that they would never say to, we call you civilians. Si les spectateurs du stand-up sont des civils, alors que deviennent les stand-uppers au milieu de la guerre? Yeah, this is our comedy cellar in Ukraine. Look like this. Like all my country in cellar now, to tell the truth. Because of bombing and rockets, all this stuff. So it's really easy to find audience for stand-up because you just come and people hear. Next 3 days after the invasion began, like no thoughts about comedy. I'm just thinking about, how to survive, where I should go, what kind of basement I should stay. Should I go away from Kiev? Should I stay? I decided to stay like in a week or something. I wrote some jokes in Twitter, in Instagram, and people start to react and say, yeah, I was not sure somebody need this. It was my defense mechanism, just to joking about my perspectives to die. Like, it helps to go through these thoughts. I had a show, I was a headliner, like 3 comedians, I'm the last one.
And suddenly I heard this thing, and I felt the vibration in this restaurant, and the people also like, oh shit, and I was like, we should go to shelter probably. I know how to work with heckler, you know, when the guy from the crowd start to interrupt your performance, but when the bump interrupt, I didn't find, you know, the way now how to improvise. I need some more practice. Maybe a couple more bumpings of my performance, and I become the professional one comedian who can work with bump and all this stuff. You know, I understand for a lot of people laughter is a coping mechanism, and humor is, and I think it is for me a lot of the time. But I don't see it as an escape mechanism. I see it as testing your own emotions. It's like falling off a bike, or a motorbike at 70 miles an hour, and like pressing parts of your body to find out which bones are broken. We know that there's health benefits to laughter. That we know that comedians, when we speak to one another, we think differently. We think, even in the most horrific circumstances, we think, where's the joke? Where's the joke? It's just the way our mind works. Коли в мене, сподіваюся, що будуть діти, а потім внуки, до мене мої внуки підійдуть і спитають: "Діду, а ти що робив на війні?" Я скажу: "Ну, я жартував." І як жарти були? Я кажу: "О, жарти були, роз'єб." When there are 3 white men performing on a show, it's called a comedy show. When there are 3 women performing together on a show, it's a special event. It's girls' night out, hysterical, humor in heels, you know, that's gotta stop. I mean, when that stops, maybe we'll have equality. What about all the funny female comedians? Like, no, right, no. I use the old-fashioned sexist trope that women aren't funny. Now, in real life, I know there are loads of funny women. Like, It's so hard being beautiful and funny, you know? It's just, it's a burden. It's a burden. Okay. Show us his kids! Okay, wait. I want the guy who's going to show us your kids to come up here. Everybody point at him, so I know which one. Okay. 2016. L'américaine Amy Schumer dévoile sur les réseaux ce à quoi ont toujours été confrontées les femmes qui montent sur scène pour faire rire. And if you yell out again, you're going to be yelling, show your tits to people in the parking lot, because you're going to get thrown out, motherfucker. Ah si, moi je me suis fait traiter de grosse pute dans un zénith devant 5000 personnes. On va pas parler d'agression, mais on va dire que pour jouer sur des plateaux, c'était compliqué parce qu'il y avait toujours ce quota de on veut une seule femme quand il y en a une et pas plus. Donc il fallait un petit peu gagner sa place. When there are 3 white men performing on a show, it's called a comedy show. When there are 3 women performing together on a show, it's a special event. It's girls' night out, hysterical, humor in heels, you know, that's gotta stop. I mean, when that stops, maybe we'll have equality. C'est très dur de faire du stand-up quand on est une femme. C'est vraiment très dur, sachez-le. Et le plus difficile, c'est qu'on est moins drôle que les hommes. Ça a été prouvé scientifiquement. Par des hommes. Not just men, but women believe that too. You know, I've had someone coming up to me after a show the other day, and the girl was like, "Oh, I need to tell you, I've always told women are not funny, but you were great." And you're like, it's kind of a backhanded compliment. You know, why do we believe this as well? Le rire étant lié au langage, à la rationalité, à la logique, comme les femmes étaient cantonnées à la sphère de l'intime, de l'émotion, elles n'y avaient donc pas accès. D'autant plus qu'il y a ce cliché qui est toujours encore répandu aujourd'hui, qui veut qu'on ne peut pas être une femme et faire rigoler. Enfin, c'est vraiment un attribut qui est typique du genre masculin, en fait. Les clichés ont parfois le visage des vieux comédiens, comme celui de Jerry Lewis, qui révèle en une blague tous les non-dits d'une époque. My favorite female comedian was Cary Grant. I cannot sit and watch a lady
diminish her qualities to the lowest common denominator. I just can't do that. Le soutien amical que les hommes apportaient aux premières femmes humoristes, comme la pionnière Phyllis Diller, s'accompagnait d'une exigence implicite. Pour avoir le droit de faire rire, il leur fallait travestir leur féminité, puisque l'humour devait rester un instrument masculin, aussi salissant que viril. Oh boy, are they beautiful. I don't look too good. I drove through a car wash with the windows open. Phyllis Diller started in the late 50s. She became a star by 1960 and was a huge headliner for the next 20, 30 years. Her jokes were old school. They were more old-fashioned. They weren't really based in reality. The only time I ever enjoyed ironing was the day I accidentally got gin in the steam iron. She was a modern comedian, but she still wore a costume. She wore a wig. Thank you, thank you. How do you like it? It's all made of tails. The animals got away. She wore like these ridiculous outfits because she had an incredible body, and she couldn't show that body. The men would objectify her, the women would be jealous. So there was this, you know, desexualization we sort of had to go through. You just get really bro-y, even though you maybe don't even want to be that, but you just kind of toughen up. It's not something horrible, but it changes you. Like, women who do comedy are normally like a very specific type of woman. Elle surjoue le côté gouaille, le côté vraiment, pas marchande de poissons, mais il y a un truc un peu comme ça, quoi, de surjouer les codes du masculin pour pouvoir faire rire. Je dis, alors si ça te dérange pas, je vais juste prendre la bite, je te laisse le pavillon. Partir, sans déconner. Non, mais mon projet, c'est de me faire démolir, mon gars. Pas du tout sur le même concept. There's nothing feminine about being a stand-up comedian. Nothing. It's a position of power, and in my country here, people equate power with masculinity. So. Pourtant, quelques années seulement après Phyllis Diller, une tornade blonde secoue la scène américaine en y imposant l'obscénité de son humour, mais cette fois-ci sous une garde-robe élégante. Joan Rivers was a little bit younger, she came a little bit later, but she too became a big star. En ouvrant dès les années 60 les portes du stand-up à une féminité affirmée, Joan Rivers a montré la voie à toutes les générations de stand-uppeuses qui l'ont succédé. À l'égal de ses pairs masculins, elle a fait du stand-up un instrument d'expression lui permettant d'imposer le point de vue féminin sur la scène de l'humour. Joan Rivers' act, a little bit more, was based in reality. They were still jokes, but they had more truth to them. I feel sorry for any single girl today. The styles and the whole society is not for single girls, you know that. Single men, yes. Women brought a female point of view. It's obvious, goes without saying, but there may have been people in the audience who had not heard that point of view before, especially fellow women. Et c'est devant un public de femmes qu'elle se saisit de l'arme sacrilège du stand-up pour parler pour la première fois d'avortement à la télévision, en contournant la censure à l'aide de mots codés. I have a friend who just got married. The woman is 32 years old. She had 14 appendectomies, if you know what I'm telling you. You know, back and forth to Puerto Rico. She never stopped flying. She walked down the aisle in white. Every usher went. I'm sure there were a lot of women in the audience who could relate to that in a way that another comedian, a male comedian, would not allow them to relate to. Après elle, ce sont les codes du stand-up que les femmes humoristes sont venues bouleverser pour mieux s'en affranchir. Elles se sont placées à l'avant-garde de ces innovations formelles en le nourrissant de leur regard. Because women were not performing the exact same spaces, they are free from certain expectations of what stand-up comedy had to be. Some female comedians realize this is a space that does not have to follow the rules of what people expect from comedy clubs. And these spaces change comedy, truly. There's less focus on observational comedy that is so not personal. I don't know who said it, but there's a saying that's like, fewer jokes, more you. It's much more about this personal perspective that only you can have. Le fait de parler de soi en tant que femme et de parler de ses problèmes, le stand-up, c'est dire je, en fait. Donc,
en tant que femme, je vis ça, je suis mère, évidemment la sexualité, enfin voilà, la maternité, le couple. Le matin, je me lève jusqu'à midi, j'ai la voix de mon père, la gueule de Mohamed Ali, je sens que mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je vois bien, les organes dégénèrent, je le sens, je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe maintenant. Je sens la soupe. C'est une espèce de forme de confession qui venait un petit peu casser les clichés féminins, on va dire. J'ai compris ce que j'avais à dire, ce que j'avais à faire et pourquoi je pouvais avoir cette connexion avec les gens. Parce qu'en fait, j'ai compris que tout ce qui m'était arrivé, tout ce qui m'arrivait d'intime, en fait, était totalement universel et qu'en fait, on est juste un type social et déterminé par tout un tas de choses. Je représente un groupe, mais mon groupe est nul, quoi. Mon groupe est désespérant, quoi. Je veux dire, les femmes blanches, hétérosexuelles, de 42 ans, consommatrices d'anxiolytiques. Bon, c'est pas une identité, c'est un cercueil. Hein. Je n'ai rien à vendre sur le terrain de l'identité. You are talking about issues that, girls wanted to talk about but never had the courage to. And it can be just talking about, someone you've dated. It doesn't necessarily mean that it has to be all like super deep, inspiring topics. Obviously, the most obvious topic is when it comes to relationships, that we heard the male perspective for decades, basically. And, some great jokes were made. Well, Gary, if you ever think about getting married, if you ever think you've met the right girl, you want to settle down, get a house, get a car, will you do me a favor, Gary? Remember this face. I think the female perspective was really lacking, and I think that's why women talk about it so much on stage. Is your girlfriend? You're white, that's right. She gonna take your dick every day, sir! Do you know how it is to take a dick every day, sir? Because if you get married, Gary, that'll be your face every day. It's the face of every married man when he wakes up in the morning, he gets out of bed, he looks in the mirror, he realizes what he's done, he goes, oh! And she still has to deal with your dick! That's what makes her crazy! Women we're very connected to our bodies. I got an email once and he was like, you talk too much about your body. And I was like, sorry, all right, we'll go see another show. Eating your placenta is a slippery slope. What's next, eating your baby? Les femmes humoristes ont désormais pu retourner le stigmate de l'indécence en articulant leurs blagues avec l'intimité la plus viscérale. You're supposed to eat everything while it's fresh. Like, I know placenta's disgusting, but you know what's more disgusting? Defrosted placenta. Je pense que le corps des femmes se rappelle à elles beaucoup plus que celui des hommes, en fait. Il y a les règles, il y a les mastoses au sein, il y a l'ovulation, il y a l'accouchement. Une femme qui vient au monde, la première chose qu'elle partage avec le monde, c'est la douleur de sa mère. Donc, on a un rapport à la douleur qui est, je dis, ça fait partie de nous. C'est évident que c'est quelque chose qui va arriver plus sur scène. Voici les filles, quand vous couchez avec un mec pour la première fois, vous avez l'impression qu'il essaie de faire du feu avec votre vagin. Les femmes ont été... le corps des femmes a été tabou pendant des siècles et des siècles. Évidemment que dans ce moment de libération de la parole pour les femmes, c'est aussi ça qui allait sortir un peu fort. Je suis bourgeoisie aussi dans mes rapports sexuels. Sache que maintenant, quand je fais une fellation, je pense plus à mes draps comme mon mec. Car, toujours, j'ai atteint cet âge où je préfère avaler que lancer une machine. On m'a souvent dit que j'étais vulgaire, jusqu'à Michel Onfray récemment d'ailleurs. Mais bon, c'était après son AVC, donc je sais pas si c'était très réfléchi. Je garde un sur la sodomie, enfin voilà. Quelqu'un qui en parle de manière aussi crue, ça sort complètement de ce qu'on avait toujours connu jusque-là. Le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit. Il y a toujours eu ce truc de « ah, c'est pas beau dans la bouche d'une femme, quoi. Une femme ne devrait pas dire ça, etc. » Le garçon me rattrape par les jambes comme ça, il me tire et il me réencule.
Le cauchemar. Mais le cauchemar. Mais le cauchemar. Il y avait un point, avec, notamment avec les nanas, beaucoup plus avec les femmes qu'avec les hommes du public, mais il y avait un point d'orgue ici où vraiment, là, je touchais juste et que ça libérait quelque chose. Et l'humour, c'est vraiment... Quand c'est bien fait, c'est une libération de tension. Et c'était la plus grosse du spectacle, là. Et c'est pour ça que je finissais le spectacle avec ça, parce que je sentais que j'avais touché quelque chose qui parlait à toutes les filles. Sur les scènes de stand-up, le corps des femmes devient un sujet politique. Comme lorsqu'Ali Wong joue ses blagues, le ventre arrondi, pour critiquer sans pudeur la rançon professionnelle de la maternité. It's very rare and unusual to see a female comic perform pregnant because female comics don't get pregnant. Once they do get pregnant, they generally disappear. That's not the case with male comics. Once they have a baby, they'll get up on stage a week afterwards and they'll be like, guys, I just had this fucking baby. That baby's a little piece of shit. I don't really know the baby, to tell you the truth. I like her, she's fine, but I don't know her. How do I know what she's really like? Maybe she fucking hates Jews. I don't know nothing about her. And all these other shitty dads in the audience are like, that's hilarious. I identify, and their fame just swells because they become this relatable family funny man all of a sudden. Meanwhile, the mom is at home chapping her nipples, feeding the fucking baby, and wearing a frozen diaper because her pussy needs to heal from the baby's head, shredding it up. She's busy. Depuis plus d'un demi-siècle, les blagues de stand-up tendent un miroir cru à la société et l'obligent à évoluer. Mais il arrive aussi que la société, en retour, change le monde du stand-up. And it's our job to name the elephant in the room. Do we know what that is? Yeah, it's Freddy Krueger in the room, if you will. Harvey Weinstein's trip to a comedy show ends in a Me Too confrontation that's gone viral. Comedian Kelly Bachman, who says she is a rape survivor, addressed the quote elephant in the room during her act, calling Weinstein Freddy Krueger. I didn't know that we have to bring our own maze and rape whistles to Actors Hour, y'all. No? No? Oh, shut up. Yeah. La tempête MeToo de 2017 a aussi fini par souffler dans les espaces verrouillés des comedy clubs, emportant au passage un de ses représentants les plus célèbres. The growing Me Too movement, hundreds marching down Hollywood Boulevard on Sunday, sending a message days after 5 women came forward with sexual misconduct allegations against comedian Louis C.K. He's one of the biggest names in comedy, successful in just about everything he's done, but Louis C.K.'s accusers say he abused his power to commit sexual misconduct. Les derniers bouleversements de la société ont fini par être traduits sur scène par l'Australienne Anna Gatsby. Dans un spectacle retentissant, elle attise la pente intime du stand-up pour enflammer une confidence saisissante. I don't hate men, but I wonder how a man would feel if they'd have lived my life. Because it was a man who sexually abused me when I was a child. It was a man who beat the shit out of me when I was 17, my prime. C'est le cri du cœur absolu, quoi. C'est j'existe, vous allez me voir tel que je suis réellement. C'est ça. Et ça, c'est la quintessence même du stand-up, en fait. Moi, j'ai surtout très vite compris qu'elle parlait à un public qui lui ressemblait, qu'il y avait quelque chose de communautaire là-dedans, qu'il y avait beaucoup de moments effectivement pas drôles où les gens, où des groupes de femmes se levaient dans le public pour applaudir, où là je me suis dit ah tiens donc c'est presque une forme différente pour moi. Avec son spectacle Nanette, Gatsby tire tant sur les coutures du stand-up qu'elle finit par en déconstruire les formes en s'attaquant au cœur même de cet art, l'autodérision, au risque de déstabiliser ses fondations. Self-deprecating humor allows you to sort of say whatever you want.
There's a way of saying, oh, please, I know exactly who I am. You know, I get it. Come along on the ride with me. But if you're attack with no vulnerability, that's not funny. I've built a career out of self-deprecating humor. That's what I've built my career on. And I don't want to do that anymore. Because do you understand what self-deprecation means when it comes from somebody who already exists in the margins? It's not humility. It's humiliation. En tout cas, elle a mis en lumière un type d'humour qui était... Enfin, un type d'humour. Une communauté qui fait de l'humour et qui n'avait pas véritablement de visibilité avant ça. En ne s'interdisant aucune remise en question des règles du stand-up, les femmes ont ouvert le chantier d'une introspection qui, à leur tour, a interpellé leurs homologues masculins. Il y a des artistes masculins qui se posent des questions sur leurs conditions d'hommes. Moi, j'ai le souvenir d'un spectacle, le deuxième spectacle de Guillermo Guise, qui s'appelle Au suivant. Il abordait de manière très fine, en fait, la manière dont il a été élevé. Je sens que ça va vite et parfois, même si je veux changer, je sens que j'ai des résistances, quoi. Et quand je sens que ça va trop vite pour moi, le féminisme actuel, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais en vacances à Ibiza. Et là-bas, c'est encore le bon vieux temps, hein. Franchement... Le bon vieux temps, c'était aussi celui d'une bataille entre les féministes et des hommes humoristes qui, comme George Carlin, revendiquaient avec férocité le droit de faire des blagues sur le viol. Now I probably got the feminists all pissed off at me because I'm joking about rape. Feminists want to control your language. Feminists want to tell you how to talk. Like rape, they'll say, you can't joke about rape. Rape's not funny. I say, fuck you, I think it's hilarious. How do you like that? Mais 30 ans plus tard, c'est un autre stand-upper, l'Écossais Daniel Sloss, qui déplace à son tour les enjeux de son art en faisant du viol le motif d'une réflexion sur la nouvelle place des hommes. And then one of my friends sexually assaulted my other friend, and I wrote the show about that toxic masculinity and, you know, responsibility when it comes to sexual assault. I stood up and I was like, I'm gonna go beat him up, and she was like, ah, for fuck's sake. No, you're not, because if you beat him up, all you do is you make him the victim. And I was like, I don't know what to do with all of this anger. And she was like, now you know how I feel. And I was like, oh, I'll just get back into my place. I'll be here when you need me. I think because we've evolved as a society and you have to adapt to that. And you sometimes see comedians who've been doing it for years and years, but kind of they become a bit aged. Like you can tell from the way they look at the world, they represent a different generation. When you look at comedy the last 25 years, the comedians that have been pushing the form forward are not the people who, in the 1980s, represented what most people thought of when they thought of a comedian. It's partly because they are less beholden to certain rules. And you don't want your art form to be beholden to rules. It feels like there are fewer rules and there are more comedians that are able to break through as a result. On sortait d'une période trouble et difficile. Il y avait eu les émeutes de 2005. Et donc peut-être que les gens avaient aussi envie de voir des têtes qu'ils ne voyaient pas habituellement. Il y avait des vrais gens sur scène qui parlaient de leur vie, voilà, des vrais jeunes issus de l'immigration, effectivement, qui étaient quand même un petit peu invisibilisés avant. Donc je pense que ça a fait du bien. Bienvenue à cette conférence sur l'islam. On va commencer. Ça, c'est ma blague favorite, ça. C'est sûr, dans tous les rires, il y avait au moins un rire raciste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au moins une personne qui s'est dit, c'est vrai que c'est un bougnoul. Ouais. I want to see how much noise you can make, okay? So when I count to 3, I want everybody in the audience to scream something. And I give you the count, okay? 1981. Le jeune Eddie Murphy apparaît pour sa première télévision sur une scène de stand-up et d'emblée fait imploser les cadres de la bienséance. Everybody scream, nigga. It's okay, you got permission, I ain't gonna hurt nobody. 1, 2, 3. Comedy started as a sort of outsider's medium.
There is something about stand-up that is inherently an outsider's art form. The world is something you're seeing from the outside, not something you're participating in. The greatest comedians are outsiders. It's people of color. It's immigrants. It's Jews. It's LGBTQ people. How about a big round of applause for Mr. Eddie Murphy, the first black ever to be elected as President of the United States of America. They see the world in a different way. And when they get on stage and you are like, I like this person. That's why blacks don't run for that job. Your next encounter is going to be affected by the fact that you watch this comedian talk about what it's like to be them in the world. Art d'outsider nourri d'un regard décalé sur le monde. I could never figure out how my parents met, a gypsy and a Puerto Rican. I asked my mother, she said they're on the subway trying to pick each other's pocket. By the way, no, I don't have cerebral palsy, it's just a really deep southern accent. Le stand-up tend un micro aux petits et grands inadaptés. Un art façonné par et pour les minorités qui fait venir en pleine lumière ce que la société cache dans ses marges, au risque de blasphémer contre ses conventions. If you know me, you know I get a lot of Jewish people in my audiences for obvious reasons, okay? En France, les enfants d'immigrés s'en sont emparés pour faire entendre leur propre histoire familiale, longtemps refoulée aux portes du récit national officiel. En gros, mes parents ont été invités à venir en France, mais pas à rester. Non, a priori, c'était un CDD. Et une fois fini, mes parents, ils étaient là. Écoute, chérie, il y a une bonne ambiance. Viens, on reste un petit peu. Et ensuite, ça donne nous. Ce nous, avant le stand-up, est longtemps resté un « eux » que la France regardait avec ses lunettes coloniales et devant lesquels se jouaient des sketchs ouvertement racistes. Ici africain. Ah mais oui. L'humour était une discipline artistique trustée uniquement par des mâles blancs d'une cinquantaine d'années. On riait des minorités. On riait pas avec elles, on riait d'elles. Avant le Comedy Club, les gens issus de l'immigration, ils mettaient rarement l'immigration en valeur. Moi, je prenais pas de plaisir à regarder un humoriste de la même origine que moi dire que chez nous, nos parents, ils nous tapent et chez nous, nos parents, ils savent pas lire. Il y avait Nordine, Aziz, Da Silva, on allait à l'hippodrome de Vincennes. On faisait les concours hippiques. Ouais, c'est les concours, ils piquent les portefeuilles, ils piquent les sacs à main et tout. En parole. Nordine, il était tellement con, on lui ramenait le cheval. Ouais. Il y a eu, comme le rap à une période, ou comme le slam pendant quelques temps, la possibilité de dire aux gens, vous pouvez vous exprimer. Et vous pouvez vous exprimer avec très peu de moyens. Quand j'étais au collège, j'ai découvert Jamel Comedy Club. On avait des humoristes qui nous ressemblaient, desquels on pouvait s'identifier en tout cas. Tu sais, il y avait Jamel et compagnie. L'essor du stand-up en France, avec la figure décisive de Jamel Debbouze, rebat alors les cartes de l'humour. Le visage de la comédie change, à l'image du pays qui a lui aussi changé, mais attendait qu'on le lui dise. C'était un peu Jamel qui faisait son équipe de foot d'humoristes, quoi. Il y a de tout, là. Il y a des rebeux, des renois, des blancs, des pas blancs, des grands, des petits, des moyens. Pour moi, c'est ça la France! Tout le monde avait sa spécificité. Moi, j'étais la blanche qui s'appelait Blanche. J'avoue que oui, j'ai eu quelques moments de paranoïa, même où je me suis demandé si j'avais été sélectionnée à cause de mon prénom, parce que du coup, j'étais vraiment la Blanche, ouais. Merci de m'avoir écouté, c'était Blanche. Les visages qui se relaient sur scène ressemblent à ceux qui rient dans la salle. Mais cette fois-ci, ils ne sont plus les cibles du bal-trap comique. Ce sont eux désormais qui charrient, vannent et mettent en boîte la société en hissant au micro un art d'autodéfense comique issu des banlieues. Ah, il y a quelques blancs dans la salle, hein. Ça va, les blancs? Ça fait pas peur? Non, je dis ça parce que il y a beaucoup d'arabes et de noirs. Je vais arrêter avec cette action de merde. Cette histoire des jeunes d'origine immigrée, et c'est aussi ce que les gens voulaient voir, je pense. On sortait d'une période trouble et difficile.
Il y avait eu les émeutes de 2005. C'était quand même un moment politique où ça a commencé à se droitiser pas mal dans les discours. On a eu de plus en plus d'ambiance discours sécuritaire. Ça commençait à être un petit peu tendu. Et donc peut-être que les gens avaient aussi envie de voir des têtes qu'ils ne voyaient pas habituellement. Il y avait des vrais gens sur scène qui parlaient de leur vie, voilà, des vrais jeunes issus de l'immigration, effectivement, qui étaient quand même un petit peu invisibilisés avant. Donc, je pense que ça a fait du bien. Tu sais, quand Thomas Njijol, il parle de Superman en Afrique, il dit que Superman, il s'en fout de l'Afrique. Ça fait tellement longtemps qu'on le pensait, et ça fait du bien que lui, il le dise. Non, c'est vrai, Superman, ça s'est foutu de notre gueule. Ce mec-là, il sauve des petites vieilles, il éteint des immeubles en feu. Mais Superman, quand il vole au-dessus de l'Afrique, il fait semblant de pas nous voir. Hein. Non, mais sérieux. Grâce au Jamel Comedy Club, on se pose plus la question des artistes issus des minorités. Il y a vraiment eu un avant et après Jamel Comedy Club, ça c'est certain. Dans cet après se détache la figure du jeune Mustapha El Atrassi, dont la carrière dessine un portrait de l'époque, repeinte par l'anarchie libératrice du stand-up. D'abord accueilli sur les plateaux du petit écran, l'humour de ce talent si précoce et sarcastique se heurte à un dispositif télévisé qui masque les discriminations derrière un consensus de façade. Vous êtes quand même toujours content d'être parmi nous? Ah bah oui, je suis content d'être là. En plus, il y a toute la fine équipe au complet. Vous retrouvez Eric Zemmour. Et mon petit Zemmour, hein, mon petit pitbull. Hein. J'étais sniper, je faisais des vannes et tout. Donc on est ensemble. Tu vois, on travaille dans une émission ensemble et tout. C'est une équipe, ouais. C'est une équipe, voilà, il n'y a pas de préjugés. On n'est pas dans les années 80, machin et tout. Et ça parle d'islam. Ça parle du voile. Devant moi, en fait. C'est à Rome, tu fais comme les Romains. Ça veut dire que tu t'habilles comme les Romains. Et ça veut dire que tu t'assimiles à la civilisation française. Et en fait, ce qu'ils oublient, c'est que derrière un voile, il y a des êtres humains. Et je vais même aller encore plus loin. Vous êtes en train de parler de ma mère, là. Vous êtes des oufs. Donc vous croyez quoi? Je vais rentrer chez moi ce soir et je vous dis à la semaine prochaine. Après avoir claqué la porte des médias, El Atrassi se ressource dans les salles des comédie clubs. Il y retrouve un public qui lui ressemble et retourne son art de la vanne contre la société blanche dominante. Moi, ce que je vous promets ce soir, c'est que je vais, comment dire, inverser la courbe de la moquerie, d'accord? Ça fait quoi? 40-50 ans que les gouvernements se moquent de nous, en fait, dans les médias, les radios, partout, tranquille. Et il n'y avait jamais personne pour répondre. Ce que j'essaie de te dire, hein, Jean-Charles, c'est que tu as payé pour la Zoubida, sale bâtard. Mustapha El Atrassi, maintenant, il a envie de dire ces choses-là, de cette façon. Et il y a un espèce de retour au premier stand-upper américain où il se voulait un peu, je sais pas si c'est le bon mot, mais vindicatif. Tu sais, très vindicatif, limite blasphématoire. Je suis Charlie. Applaudis, Taras. Il va dire tout l'opposé de tout ce que la société veut entendre. Mais le retour d'El Atrassi sur scène est aussi un retour aux origines de son art. Are there any niggers here tonight? Son irrévérence indomptable renoue avec celle du stand-upper américain Lenny Bruce, interprété ici par le comédien Dustin Hoffman, qui mettait en scène son jeu de destruction des tabous dans l'Amérique des années 50. I know there's one nigger here because I see him back there working. Let's see, there's two niggers. Lenny Bruce famously was arrested many times. Even when he didn't say anything that was illegal. They were going to arrest him no matter what. So how were they going to get him to shut up? The minute he said fuck or shit or motherfucker or whatever. Lenny Bruce was arrested for cursing. But what they really wanted to get him for was the fact that he was speaking the truth about segregation and abortion and government corruption, the Vietnam War. Après avoir radicalement révolutionné le stand-up en faisant de chaque blague un instrument d'expression du refoulé social, Lenny Bruce, quelques mois avant sa mort, aura été empêché peu à peu de jouer sur scène. Mais il aura eu le temps, lui qui venait du petit monde juif de la côte est américaine, de transformer à tout jamais le stand-up en ligue de défense des minorités.
Minorities in America shaped stand-up comedy. 9 out of 10 people who were giants in stand-up comedy in America for 100 years fit into one of those categories. The two groups most associated with the sort of forming of American stand-up comedy are Jewish people and black people. Dans les années 70, la ligne subversive du stand-up s'incarne à nouveau dans la figure de Richard Pryor. Il reprend le flambeau de Lenny Bruce pour faire connaître sur les scènes de stand-up l'expérience noire américaine. Police got a chokehold they use out here though, man. They choke niggas to death. That mean you be dead when they through. His stuff still resonates. The nation erupted into scenes of chaos. A shocking scene after the death of George Floyd, why so many poured into the streets. The week after, a Richard Pryor bit from the 1970s was the #7 download on Spotify about black people and the police. Yeah, 2 grab your legs, 1 grab your head, it'll snap. Oh shit, he broke. Can you break a nigger? Is it okay? Let's check the menu. Yep, page 8, you can break a nigger right there. See? Pryor a ainsi marqué de son empreinte l'histoire de son art. We love you, Richard. Ouvrant la voie à plusieurs générations d'humoristes afro-américains, toujours animés par sa révolte. But if a white guy says the N-word and I hear it, it means I gotta fight him. And I gotta win the fight. Because if I lose, that means he gets to say it again. Mais sa rage satirique a pu aussi se retourner contre des cibles inattendues. Lors d'un gala de soutien à la communauté gay, l'humoriste lui reproche dans une ambiance houleuse de n'avoir jamais soutenu la cause des Noirs américains. It's the first time in my life I ever realized that are prejudice. Cause I don't see no niggas out here. And when the niggas was burning down Watch, you was doing what you wanted to do on Hollywood Boulevard, didn't give a shit about it. And kiss my happy, rich, black ass. Minorité contre minorité. L'espace d'une seule soirée, l'arme du stand-up finit par exploser entre les mains de Pryor. Humor is the highest adaptive defense mechanism. Yes, it is a salve, it is medicine, but it's also a weapon. That's where you really have the power. There's a tendency to make an argument that comedy has historically only punched up, which is to take on the people who are in power. And then there's some who might not like comedy, say, oh no, comedy always has this long history of punching down, only hitting upon the marginalized. And I love punching down. There's probably a handicap in the back right now, because that's where they usually make them sit. And if you look at it, there's a large history of both. Partly because comedy was being made both by the marginalized and by the people in power. Défenseur de la cause noire, mais aussi star richissime du stand-up, Dave Chappelle est au carrefour du pouvoir et de la contestation. Si bien que dans son dernier spectacle produit par Netflix, il retrouve les accents de Richard Pryor pour défendre la minorité afro-américaine tout en attaquant la communauté LGBT. In our country, you can shoot and kill a nigga, but you better not hurt a gay person's feelings. So comedians, somewhat in a defense of themselves and somewhat as a rejection of the people rejecting them, they then double down. This thing I'm describing is a major issue that I have with that community. Gay people are minorities until they need to be white again. And then people go like, well, now it's worse. Now it seems like you have a thing about this. And then there's more pushback, and that becomes the focus of it. On va revenir avec vous sur la polémique aux États-Unis autour du spectacle de Dave Chappelle for his controversial jokes about the transgender community. The show even prompting a walkout amongst employees and demonstrators at Netflix. Australian comedian Hannah Gadsby has sharply criticized Netflix, Dave Chappelle, and the streamer's co-CEO Ted Sarandos for defending him. She spoke out against him. Which in the comedy world, that's like ratting on your peers. And then for whatever reason, they'll let's quadruple down. To the transgender community, I am more than willing
to give you an audience. And if you want to meet with me, I'd be more than willing to, but I have some conditions. You must admit that Hannah Gadsby is not funny. Transformé par sa popularité, le stand-up voit désormais les luttes émancipatrices s'opposer à l'intérieur de ses arènes. Ironic that he said that about Hannah Gadsby, and he is doing the exact same thing. Half comedy, half serious. Doing the exact same thing, but maybe not realizing it. That is your last joke. En transformant la scène de l'humour en porte-voix de leur identité, les nouvelles figures du stand-up cristallisent un moment particulier. Désormais, les blagues sont prises au sérieux, ce qui fait que les blagueurs parfois aussi se prennent au sérieux. This is not funny at all. With YouTube, with social media, with TikTok, all of these things, we have such access to things that can make us laugh. It can free comedians up to not have to just think of their jobs as providing this one service. Because they're artists. They have the potential to do more than that. Les politiques ne parlent plus tellement aux gens de l'époque, de ce qu'ils vivent, de qui ils sont. Du coup, il y avait une espèce de place un peu vacante, je pense aussi, politiquement, qui a été un peu prise par les humoristes et de plus en plus. Et ça a été assez vite, même ces dernières années, où effectivement l'humoriste fait époque, en fait. There's a humorist who said we're taking our comedians seriously and our politicians as a joke, when it used to be vice versa. It seems like it's leaning more that way, which is an indication of where people's minds are at now when they have a microphone. Des gens, comme Jerrod Carmichael, rendu célèbre avec la série télévisée de Carmichael Show, qui transforme les scènes de stand-up en décors feutrés d'une confidence intime et politique. And the secret is that I'm gay. Lassé peut-être du simple goût des blagues. You know, the history of end of art as in fine arts, it was over 150 years. We're in the first 10 years of it, and specifically for a medium that's sort of been under-conceived as an art form at all, right? So obviously it's going to cause a lot of tension. Ils quittent un peu le navire quand ils font ça. Moi, je me suis sentie glisser sur cette pente-là dans le troisième spectacle, et c'est une des raisons qui a fait que je me suis arrêtée. But this is why I must quit comedy, because the only way I can tell my truth and put tension in the room is with anger. Il était temps pour moi de mettre un point à cette parenthèse. Ce métier me bousille de l'intérieur, d'accord? Vos rires sont mes larmes, d'accord? Et il est temps pour moi de rire un peu, et je crois que c'est à votre tour de pleurer. That said, I never met a comedian who thinks their job is not to be funny first. See, that's wow. Hope wasn't no brothers coming in when y'all screaming. Last night it was, brother was at the door and said, how much the cover charge? Nigga! Oh shit. It's almost like physics. The more potential energy you have in a joke, the larger kinetic energy you'll have on the other end of it. So issues that are more in the air, that are more tense, you put at the beginning of the joke, so that at the end you get a bigger laugh. That is at the core of it. It is secondary that these people have an opinion. On reste des humoristes. Hein. Moi, sur scène, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on vit au-dessus de ses moyens intellectuels sur scène. C'est-à-dire qu'on s'amuse à aborder des grands sujets, mais on n'est pas des spécialistes des grands sujets. Donc, on finit toujours par faire une blague parce que, bon, on peut avoir une espèce de caricature de point de vue, mais c'est tout. Sometimes I think what I do is very, very high art, and then I catch myself and I'm like, we are just fucking clowns, you know, doing silly things that we shouldn't do, pushing the boundary. Des clowns, mais avec ce sens si profanateur de la dérision
qu'ils sont les derniers à dire librement ce que la société préfère taire. All these other comedians, their parents are dead, or drunks, or abusive. You guys have never tried to touch me. Touch me! You got to have a funny bone naturally, organically, in order to be a comedian. Anybody can be serious. Anybody, you know? But not anybody can be funny. There's always a premium on funny people because the majority of people on Earth aren't funny. So if you are blessed with the ability to be funny, use it and honor it and don't degrade it or debase it and think that it isn't as worthy because it isn't as serious. Any asshole can be serious, but not any asshole can be funny. So if you have that ability to be funny, focus on that, elevate that. That's the superpower. Non, mais pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le stand-up, c'est un échange d'énergie. Nous, on va monter avec la même intention, c'est vous faire plaisir. Et évidemment, il va falloir nous rendre ce plaisir. Donc quand on fait une blague, vous rigolez.